En 2020, nous avons surmonté tous les obstacles, relevé tous les défis pour accompagner chacun de nos clients. Sous le signe de l'entraide et de l'esprit d'équipe, tous ensemble, nous avons été capables de faire preuve de résilience, agilité, sens du service, professionnalisme. Un grand merci à toute l'équipe. Un grand merci à tous nos clients. 2020, l'année de tous les records. Nous avons dépassé nos objectifs. Croissance, satisfaction collaborateurs et clients et une certification qualité ISO 9001 renouvelée. En 2020, nous avons produit plus de 120 000 bulletins de salaire et accompagné 180 clients dans leur transformation digitale. Notre objectif, 150 000 bulletins à produire pour 200 clients. En 2021, repoussons encore plus loin nos limites. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. LinkedIn, Twitter, YouTube et venez visiter notre site pour rester informé de notre actualité. Il se passe toujours quelque chose chez Externa. Externa, c'est une offre de services inégalée sur le marché. Pour transformer votre fonction paye, rejoignez-nous. Eh, franchement, vous avez vu les services externes. Donc, alors effectivement, sur les réseaux sociaux, on a le plaisir en principe 2 fois par mois de vous faire une petite newsletter. Là, on va faire un petit tour de piste des choses que j'ai choisies, hein. C'est très arbitraire. En tout cas, effectivement, l'accompagnement, vous avez toutes les informations, sachant que l'actualité est enregistrée là actuellement. Donc, vous pourrez revoir en replay si vous avez besoin des liens vers les réseaux sociaux. Je vais donc démarrer, hop, donc pardon, vous voyez un petit peu les coulisses. Je démarre l'actualité de ce matin. Alors, au programme, on va effectivement revenir, même si on est fin mars, sur la loi de financement de la sécurité sociale sur 2 aspects. Le congé de paternité, parce que ben, c'est encore d'actualité vu que c'est pas encore entré en vigueur. Il n'y a pas mieux que quelque chose qui n'est pas encore entré en vigueur pour dire que c'est d'actualité. Quelque chose qui va concerner quelques entreprises sans s'en apercevoir. Quelques entreprises vont être concernées pour les cotisations de retraite complémentaires des apprentis. Et je ne voulais pas vous assaillir d'activités partielles et de maladies Covid en tout genre en paye. Donc, j'ai gardé ça pour la fin. Vous avez vu comme je suis quand même gentille parce que c'est vrai qu'à force, ça commence à être un peu long. Et ensuite, je sais pertinemment que pour la plupart d'entre vous, et tant mieux, vous n'êtes plus concernés par l'activité partielle. Donc, voilà, on ne va pas en faire des tonnes. Donc, avant d'arriver à ce petit point d'étape quand même nécessaire malgré tout, hélas, on reviendra sur des jurisprudences abondantes. J'ai trouvé que c'était tellement abondant. Je n'ai pas l'habitude de faire tellement de points de jurisprudence sur ces web actus. Mais là, franchement, sur la durée du travail, il y a 2, 3 choses importantes à rappeler. Ce n'est pas des nouveautés, quoique. C'est des rappels pour vous qui êtes en gestion du personnel, pour vous alerter. Voilà, donc voilà, les thèmes, les principaux thèmes, il me semble que j'en oublie un. Ah oui! Notre nouveau boss! On a un boss, nous aussi. Voilà. Donc, en finances publiques, ils avaient un beau flip. Et bien, ça y est, à partir d'après-demain, on a un boss. En tout cas, il est déjà en ligne. Ouais, il y a des boss en vrai, puis il y a des boss en ligne. Le bulletin officiel de la sécurité sociale, il est déjà en ligne, mais il n'est pas encore opposable. C'est pour ça que je vous parle d'après-demain. Pas une blague, hein. Donc, pour ceux qui n'auraient pas compris, après-demain, c'est le 1er avril. Bon, voilà. Donc, alors, pour ce qui concerne le programme et notamment le congé de paternité, je vais aller, si j'ose dire, assez vite. Pas que c'est pas important, mais parce qu'il y a beaucoup de choses que vous savez déjà, je pense. Vous savez déjà qu'à l'occasion de la naissance, un salarié a droit à 3 jours, ce qu'on appelle les congés pour événements familiaux. Ces 3 jours, ben, ils sont toujours là. Non seulement ils sont là, mais ils sont obligatoires, hein. Le salarié, alors à l'origine, papa, et vous allez voir que c'est ça qui change un petit peu.
le salarié a droit à 3 jours et il va devoir les prendre, hein. Donc, il y a une interdiction d'emploi du salarié à l'occasion de la naissance. Ces 3 jours on refera un point à la fin là, par rapport au financement, si j'ose dire, en tout cas au paiement. Ces 3 jours sont à la charge de l'employeur. C'est les jours pour événement familial. Alors aujourd'hui, il y a eu un élargissement des bénéficiaires du congé de naissance. En fait, ils ont aligné les bénéficiaires du congé de naissance sur le congé de paternité et d'accueil de l'enfant qui avait été mis en place il y a quelque temps, qui avait été élargi par Christiane Taubira en son temps. Donc aujourd'hui, le congé à l'occasion de la naissance de l'enfant, les fameux 3 jours, ben, c'est toujours le papa, mais aussi le conjoint de la maman, a priori, hein, puisque, pardon, encore, il se trouve que ce sont les mamans qui ont le congé de maternité. Le conjoint, ça peut être, peu importe, on s'en fout en fait, un homme, une femme, voilà, donc en tout cas le conjoint, le concubin, le partenaire de Pacs, de la maman, voilà. Donc c'est les mêmes que ceux qui bénéficiaient du congé paternité d'accueil de l'enfant, hein, voilà. Donc ça, c'est juste une précision, voilà. Donc le congé, je l'ai déjà dit, il est obligatoire. C'est soit le jour de la naissance et 3 jours à partir de la naissance de l'enfant, soit à partir du lendemain, soit si le salarié a pris des congés payés et que la naissance de l'enfant intervient pendant les congés payés, elle a prévu le coup, ben, du coup, vous avez le congé de naissance qui va se positionner après les congés payés, par exemple, ou d'autres types de congés. S'il avait pris un congé pour événement familial, alors j'ose pas dire le mariage, parce que ça paraît compliqué que la maman accouche pendant le mariage, mais après tout. Ben voilà, si vous avez d'autres types de congés pour événements familiaux pris à ce moment-là, ben, en tout cas, le congé de naissance va se positionner immédiatement après. En tout cas, c'est pas perdu. C'est pas parce que le salarié est en congé payé qu'il perd les congés de naissance, les fameux 3 jours. Voilà. Et donc, il y a une interdiction d'emploi du salarié pendant ces 3 jours. Ensuite, congé de paternité, le fameux congé de paternité et d'accueil de l'enfant. Alors, qui était déjà long, mais qui a été doublé. Alors, doublé, tout est relatif. En tout cas, très allongé dans la loi du financement de la sécurité sociale 2021. On va aller directement au nombre de jours global que comporte donc cet arrêt de travail, si j'ose dire, pour arriver à l'accueil de l'enfant. Donc, vous avez en tout 28 jours de congé à l'occasion de la naissance. C'est-à-dire qu'aux 3 jours qu'on vient d'aborder s'ajoutent 25 jours calendaires, voire 32 si ce sont des naissances multiples, 25 jours calendaires qui s'ajoutent aux 3 jours de congé de naissance qui peuvent être pris donc. Alors on va voir qui peuvent ou qui doivent, hein, on va voir la nuance, qui s'ajoutent au congé de naissance. Donc vous avez 25 jours de plus que le père, le conjoint de la mère, le concubin, enfin bon bref, on ne va pas tous les reprendre, dont peuvent disposer les, les personnes, donc la personne en tout cas qui accueille l'enfant. Sachez au passage d'ailleurs, juste une remarque, que c'est la personne qui vit avec la maman qui accueille l'enfant. Sachez malgré tout que ces congés sont aussi ouverts, ce congé est aussi ouvert au père, au père de l'enfant, qui peut tout à fait ne plus être la personne qui vit avec la mère, hein. Je ne sais pas si vous me suivez toujours, pour moi c'est très clair, mais pardon, parfois je m'égare. Donc le congé de paternité reste un congé de paternité. Et à ce congé de paternité s'ajoute un congé d'accueil de l'enfant par quelqu'un qui peut ne pas être le père. Les deux bénéficient du congé. C'est juste une remarque, il n'y a rien de nouveau là à l'horizon, c'est juste une remarque, un rappel. Donc, ce congé de paternité d'accueil de l'enfant a été allongé. Donc, en fait, il y a 2 périodes. Alors, en plus des 3 jours, hein, donc les 3 jours, on n'en parle plus. À l'issue de ces 3 jours, en tout cas, oui, à l'issue de ces 3 jours, s'ajoute le fameux congé de paternité d'accueil de l'enfant obligatoire. Obligatoire, on va voir un petit peu après. Mais donc, ça veut dire que l'accueil de l'enfant, la personne qui vit avec la mère, hein, est 7 jours, et on va voir si c'est du calendaire, de l'ouvré, de l'ouvrable, voilà, 7 jours avec une interdiction d'emploi. Vous allez dire, elle vient de nous dire 28. Oui, alors, à ces jours obligatoires, s'ajoutent des jours que peut prendre, allez, on va dire le père, ce sera plus simple, pardon, hein, à ces
jours que doit prendre le père s'ajoutent des jours que peut prendre le père à l'occasion de la naissance et que vous connaissiez, c'est le congé de paternité d'accueil de l'enfant. Et là, c'est 21 jours, alors 28 en cas de naissance multiple, 21 jours qui peuvent être pris dans les mois qui suivent la naissance, ou au moment de la naissance, mais qui ne sont pas nécessairement accolés au congé de naissance. Alors, on va aller un peu plus loin. Donc, pardon, hop là, non, en fait, je vais trop loin, pardon, je reviens en arrière, je vous file le vertige. Donc, si je fais simple, j'essaie. Vous avez 3 jours à l'occasion de la naissance obligatoire. À ces 3 jours s'ajoutent 4 jours de congé de paternité et d'accueil de l'enfant obligatoire. Ensuite, le congé de paternité d'accueil de l'enfant, qui est de 25 jours à lui seul, hein, pour une naissance simple, de 25 jours à lui seul, c'est 4 d'abord obligatoires et 21 ensuite facultatifs, ou optionnels en tout cas, au choix, on va dire, du père. Voilà. Donc, récapitulons. Récapitulons. Bon, ça, c'est sur le congé d'adoption. Vous allez me dire que c'est important aussi. Effectivement, il y a eu un allongement du congé d'adoption de 10 à 16 semaines lors de l'adoption du deuxième enfant. C'est-à-dire que si vous avez déjà un enfant et que vous adoptez un deuxième enfant, que ça porte à votre foyer le nombre d'enfants au moins à 2, cette durée du congé d'adoption est plus longue. Elle passe de 10 à 16 semaines. Par contre, pas de bol, si vous adoptez le troisième enfant, c'est raté, hein, pardon. Donc, ce congé d'adoption est réparti entre les deux parents. Pardon, s'ajoute à ce congé, on va y arriver, hein, pardon, c'est pas clair, hein, s'ajoute à ce congé d'adoption de 16 semaines le congé de paternité, on va faire court. C'est-à-dire que vous avez en plus un congé de paternité, on appelle ça comme ça, en cas d'adoption, qui s'ajoute au congé d'adoption à proprement parler. Donc le changement, c'est l'allongement du congé d'adoption en cas d'arrivée au foyer du deuxième enfant en adoption. Ensuite, s'ajoute à ce congé-là le congé, on va dire, de paternité, qui est de 25 jours supplémentaires, qui s'ajoute, qui remplace le congé de paternité classique et d'accueil de l'enfant classique. Enfin, qui remplace. C'est la même chose. Pour le nombre de jours, on parle de jours, de jours, de jours. Pour ce qui concerne les congés pour événements familiaux, la loi de financement de la sécurité sociale s'est prononcée. Alors, je parle des congés pour événements familiaux, c'est-à-dire les fameux 3 jours du début, hein. Pas les jours de paternité. Les jours de paternité, on est bien d'accord, c'est du calendaire. Par contre, les jours pour événements familiaux, les fameux 3 jours à l'occasion de la naissance, la loi de financement de la sécurité sociale s'est enfin prononcée sur une pratique qui était la pratique, mais en tout cas aujourd'hui c'est officiel, ce sont des jours ouvrables. En principe, c'était admis comme ça, mais des entreprises raisonnaient en ouvraient, d'autres en calendaire, enfin bon, on ne savait plus où on en était. Aujourd'hui, ce sont des jours ouvrables. Donc les 3 jours à l'occasion de la naissance de l'enfant, ce sont des jours ouvrables. Voilà, ça c'est la loi de financement de la Sécu qui l'a entériné. La seule exception, parce qu'il en fallait une, donc sinon, voilà, c'est alors, peu, et heureusement peu d'entre nous le connaissent, c'est un congé de 7 jours qui est prévu depuis l'année dernière, hein, en cas de décès d'un enfant de moins de 25 ans, ou décès d'un enfant qui a lui-même des enfants. Le salarié, votre salarié, qui est parent d'un enfant de moins de 25 ans qui décède, ou en quelque sorte grand-parent de quelqu'un qui était lui-même parent, un congé de 7 jours, et là, ça reste un jour ouvré, puisque l'article du Code du travail qui prévoyait ces jours de congé, qui avait été mis en place l'année dernière, avait déjà prévu que ce soit des jours ouvrés. Donc, hormis ce congé-là, tous les congés pour événements familiaux se décomptent désormais en jours ouvrables. Ça ne concerne pas uniquement le congé de naissance, mais dans notre cas d'espèce, ça concerne bien sûr le congé de naissance. Voilà. Pardon pour le flottement à un moment donné, mais voilà, j'espère que c'est à peu près clair. En tout cas, n'hésitez pas, je vois qu'il y a des questions peut-être dans le chat, je ne sais pas, je ne les regarde pas parce que sinon je serais tentée d'y répondre de suite. En tout cas, elles sont collectées, on tâchera d'y répondre en suivant. N'hésitez pas si je n'ai pas été claire, d'une part à me le dire, d'autre part à me demander de préciser.
Euh, L'entrée en vigueur. Alors non, si l'enfant naît de même, malheureusement, il faut tenir un peu. Ça serait bien qu'il naisse après le 1er juillet. En fait, pour avoir ce nouveau congé paternité un peu plus long, ben, ça sera une entrée en vigueur au 1er juillet. C'est pour ça que je vous disais que c'était une activité intéressante parce qu'elle n'est pas encore entrée en vigueur. Donc là, on anticipe un petit peu. 1er juillet 2021, donc pour les enfants qui vont naître ou qui vont être adoptés à compter de cette date-là, ou ceux qui n'avaient pas envie d'attendre, qui sont donc ce qu'on pourrait appeler des prématurés, et j'en suis, ça vous intéresse. Donc, les enfants nés avant cette date, mais dont la date de naissance était supposée intervenir à partir du 1er juillet, ben, c'est pas perdu pour les parents, en fait. Euh, voilà, vos salariés auront les mêmes droits que si l'enfant était né après le 1er juillet ou à partir du 1er juillet. Voilà. Pour ce qui concerne la paye, vous le savez. Simplement, j'ai voulu faire un rappel parce que un peu de la Sécu, un peu de l'employeur, un peu des deux, on ne sait plus où on en est. Le congé de naissance, je l'ai rappelé en démarrant, c'est à la charge totale de l'entreprise. C'est un congé pour événement familial avec un maintien de salaire qui ne fait pour le salarié perdre aucun droit. C'est complètement assimilé à du travail effectif pour les droits à congé, y compris pour les droits à paiement d'heures supplémentaires majorées, etc. Donc, congé de naissance à la charge de l'employeur, comme si le salarié était venu travailler, sauf qu'il s'occupe de son enfant. Le congé de paternité d'accueil de l'enfant, vous le savez, c'est indemnisé par la sécurité sociale au même niveau que le congé de maternité. Donc, ce sont des indemnités journalières de sécurité sociale paternité qui sont calculées comme les IJ de maternité. Et le cas échéant, mais en principe, ce n'est pas une obligation légale, vous risquez d'avoir l'obligation dans vos conventions collectives. Il est possible que vous ayez une obligation de complément employeur. Ce n'est pas prévu par la loi, donc dans le régime légal Code du travail, il n'y a pas d'obligation de complément employeur. Pour les conventions collectives ou parfois les accords d'entreprise, ça peut être prévu. Alors là, vous allez me dire, et alors, oui, enfin, à un moment donné, ça fait quand même, la Sécu intervient à hauteur de 100%. Oui, la Sécu intervient à hauteur de 100% du salaire dans la limite du plafond. Donc, pour les salariés dont le salaire est supérieur au plafond, déjà, la Sécu n'intervient pas à 100%. Elle intervient à 100% du salaire limité au plafond. Donc, ça peut effectivement avoir pour l'employeur une conséquence de complément de salaire. Voilà. Et enfin, le congé d'adoption, évidemment, le congé d'adoption, évidemment, qui va suivre suivre le régime de congé de paternité d'accueil de l'enfant. Congé, on en a parlé tout à l'heure, les fameux 21 jours qui s'ajoutent, qui vont suivre le régime de congé d'indemnité journalière, maternité, paternité, etc. Bon, c'est pareil, ce sont des IJ de la sécurité sociale. Alors, venons-en de nouveau à un autre volet. Alors, on peut plus passer inaperçu parce que ne concerne pas toutes les entreprises. Un autre volet des cotisations de la loi de financement de la sécurité sociale qui concerne les cotisations de retraite des apprentis. Alors, pour la plupart d'entre vous, vous allez dire, mais tiens, j'ai rien vu passer, c'est quand même étonnant. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, certains d'entre vous ne sont pas concernés. Vous n'êtes pas obligé de partir tout de suite, hein. Je vais vous expliquer en fait les situations dans lesquelles les entreprises sont concernées. Si, quand vous prenez vos bulletins de salaire, vos cotisations de retraite complémentaires, qu'on appelle vulgairement ARCOAGIR, si vos cotisations en caisse de retraite complémentaire sont supérieures aux cotisations obligatoires, qui, je fais simple, côté salarié, en principe, c'est 4,01% avec la CEG et la retraite complémentaire. Si vous êtes sur des taux de cotisation plus élevés, il a pu arriver que certaines entreprises aient négocié avec les caisses de retraite complémentaires, donc en tout cas avant 1997 de mémoire, ou 91. En tout cas, c'est plus possible depuis, je crois, 1997. Certaines entreprises avaient négocié avec cette date des taux de cotisation complémentaires aux retraites plus élevés. Alors, vous allez me dire, pourquoi se faire harakiri? En fait, vous savez que les retraites complémentaires fonctionnent par points. Et plus vous payez, plus vous avez de points. Voilà. C'est un peu comme plus vous avez d'argent, plus vous avez de patates. Voilà. Mais c'est pareil. Là, plus vous payez de cotisations, que ce soit l'employeur ou le salarié, plus le montant des cotisations versées est élevé, et plus le nombre de points qui va dans le compte du salarié au niveau de sa retraite complémentaire est important. Et donc, l'intérêt pour les entreprises, c'était de valoriser mieux la retraite complémentaire obligatoire, hein, de leurs salariés et d'avoir des taux de cotisation plus élevés. Ce qui, donc,
j'en arrive à mes apprentis. Par exemple, ici, j'ai... alors, oui, la retraite complémentaire, je vous ai dit, ça fait 4,01, mais oui, si je prends que la CEG, que la retraite complémentaire, on n'est pas sur 4,01. On est 4, pardon, je fais mes calculs, on est à 3,15. Hein, souvent, les logiciels de paye fusionnent la ligne de retraite complémentaire et de CEG. Ne vous méprenez pas. La CEG, c'est une contribution. Une contribution ne donne aucun droit à point retraite. Hein. Une contribution, on contribue. Une cotisation, on cotise. Ça n'a rien à voir. Hein. Une cotisation, je génère des droits. Une contribution, je contribue. Souvent un trou. Donc, la cotisation de retraite à proprement parler, de retraite complémentaire, celle qui fait que le salarié a des points, c'est 3,15. Supposons que vous êtes dans une entreprise où la cotisation de retraite complémentaire, côté salarié, est de 4. Donc, si vous n'êtes pas concerné, évidemment, tout le développement qui va suivre ne vous intéresse pas. Et si vous n'avez pas d'apprenti non plus. Bon, donc, c'est pour ça que je vais aller assez vite et au besoin, on reviendra sur les questions. Vous savez que les apprentis aujourd'hui ont une exonération de leur ont une exonération sur la part salariale, en tout cas, dans la limite d'un salaire de 79% du SMIC. Bon. En supposant que votre apprenti ici cumule deux choses. Un salaire supérieur à la limite d'exonération et deuxièmement, une cotisation, on va dire, légale, en tout cas supérieure au taux habituel. Auparavant, avant 2021, vous aviez l'apprenti qui n'était exonéré au-delà, enfin, qui n'était exonéré de cotisation que pour le taux légal. Et donc le 3,15, vous aviez une cotisation qui était appelée sur le salaire qui dépassait 79% du SMIC. Donc sur la partie de salaire qui dépassait la limite d'exonération. Pour ce qui concernait le taux supralégal, on va l'appeler comme ça, il y avait un appel total de cotisation pour cet apprenti sur la totalité de son salaire à partir du 1er euro. Voilà, le changement en 2021, c'est que la totalité de la cotisation, fût-ce-t-elle supralégale, hein, est totalement exonérée, y compris pour la part, enfin en tout cas, est totalement exonérée dans la limite du salaire de 79% du SMIC. Voilà, donc en fait, pourquoi c'est dans la loi de financement de la sécurité sociale? C'est parce que vous savez que les cotisations, si personne ne les paie, il y a bien quelqu'un qui les paie, c'est l'État. Donc les cotisations salariales des apprentis sont prises en charge totalement par l'État pour générer des droits aux apprentis. Et donc évidemment, c'est dans le cadre du budget de l'État et plus particulièrement là pour le coup de la loi de financement de la sécurité sociale qu'a été décidé de prendre en charge aussi la cotisation supralégale pour la partie de salaire dans la limite de la limite d'exonération de 79% du SMIC. Voilà. Donc pour ceux qui sont concernés, vous devez à peu près comprendre de quoi je parle. Pour ceux qui ne sont pas concernés, c'est un point qui évidemment, pardon, vous intéresse peu. Mais voilà, donc ça après c'est un détail, hein, c'est le détail de ce que je viens d'expliquer. Voilà, donc c'est juste pour voilà. L'exemple était quand même bien plus clair que toute la littérature. On va repartir sur l'actualité, faire un petit point de jurisprudence sensible sur la durée du travail, pour ensuite se détendre avec ce fameux nouveau bulletin officiel de la sécurité sociale, si tant est qu'il soit détendant, ou en tout cas qu'il détende. En tout cas, il a une grande utilité. Donc, j'attends que le fichier de partage de diapos se charge. Et je reprends sur quelques jurisprudences. Il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, il me semble qu'encore ce matin, j'ai lu, oui, c'est ça. Ce matin ou hier, j'ai encore vu, non pas des jurisprudences, enfin si, une décision de Cour de cassation qui annule, ou en tout cas qui considère comme non valable, une clause de forfait jour dans le bricolage de mémoire. En tout cas, voilà, très sensible. Alors, donc, on va faire un petit point, pardon, je repasse les diapos que vous avez déjà vus. Concernant la durée du travail, déjà, là, j'ai effectivement une jurisprudence de Cour de cassation, hein, suite à un appel. La Cour de cassation a cassé la décision de la Cour d'appel pour la simple et bonne raison que, voilà ce qui s'était passé.
le salarié, il arrivait avec ses demandes d'heures supplémentaires et puis il apportait des preuves. Il apportait des preuves et il donnait le décompte de ses heures. Il disait voilà à quelle heure j'ai démarré, voilà à quelle heure j'ai fini, voilà chez qui je suis allé, voilà le temps que j'y ai passé, voilà combien d'heures en total j'ai fait cette semaine-là. Simplement, il oubliait de dire qu'il avait mangé et il oubliait de dire le temps qu'il avait passé à manger. Donc en fait, il n'indiquait pas le temps passé et consacré au repas du midi. Sachant que l'employeur, lui, il n'avait aucune preuve, en tout cas aucune connaissance et encore moins aucune preuve des heures réellement accomplies et du temps passé à manger, par exemple. Voilà. Et donc, il n'a apporté aucune preuve. Donc, la Cour d'appel a accepté la demande, a rejeté la demande du salarié en lui disant, ben, tu n'avais qu'à dire combien de temps tu as pris pour manger. Je vous la fais courte, hein, c'est pas tout à fait comme ça que les juges parlent, hein. Mais bon, voilà. Et la Cour de cassation a cassé la décision de la Cour d'appel en disant que la Cour d'appel était bien gentille, mais que la charge de la preuve en matière de durée du travail, euh, elle doit être partagée. Voilà. Et que si le salarié apporte des éléments de preuve, l'employeur lui aussi de son côté doit apporter des éléments de preuve pour prouver que le salarié n'a pas réalisé les heures qu'il demande en paiement. Tout ça pour dire, ménagez-vous des preuves. Ménagez-vous des plannings. Alors, je n'en suis pas à remettre des pointeuses, hein, mais enfin, ménagez-vous des éléments de preuve, parce qu'effectivement, en l'absence d'éléments de preuve, ben, du coup, le salarié est fondé à apporter ce qu'il veut comme élément de preuve, et ça sera recevable. En tout cas, si en face, personne ne peut prouver le contraire, voilà, ça me paraît compliqué de rejeter des demandes de salariés sur des simples éléments de preuve qu'il apporterait lui. Donc la charge de la preuve est partagée. La Cour de cassation le rappelle. Voilà, donc c'est à l'employeur, là en l'occurrence, ça aurait été à l'employeur de prouver les temps de repas, les temps de pause que le salarié pouvait prendre et qui pouvaient considérablement faire baisser le temps de travail effectif à l'intérieur d'une journée. Voilà, donc ça c'était concernant la preuve. Donc gardez, effectivement, faites en sorte d'avoir des preuves. Alors vous avez des salariés qui sont en horaire collectif, hein, le simple affichage de l'horaire collectif et le respect de l'horaire collectif peut suffire. Salarié qui aurait un horaire tout à fait classique, 9h, 12h, 13h, 17h, je dis n'importe quoi, qui est l'horaire collectif affiché, à la limite, pourquoi pas, mais dès que vous avez des horaires que je pourrais appeler d'individualisés, il est évident qu'il faut une preuve du suivi de la durée du travail, effectivement. Bon. Par ailleurs, une sale habitude. Alors là, je ne sais pas, ça fait longtemps, moi, ça doit faire, je ne suis plus très jeune, hein, ça doit faire 25 ans que je suis dans la paye, ça fait 25 ans que je vois des primes à la place des heures supplémentaires. Alors, je ne sais pas pourquoi, pardon, d'autant plus qu'aujourd'hui, les heures supplémentaires sont a priori exonérées, en tout cas pour le salarié. Je ne sais toujours pas pourquoi. Alors, si, je sais, je sais. C'est que parfois on dépasse les limites de durée du travail, mais parfois même pas. Donc en fait, qu'est-ce qui se passait ici? Vous aviez un salarié qui demandait le paiement d'heures supplémentaires, et puis bon, évidemment, hein, puisque c'est du temps de travail effectif, tant qu'on y est, on va aussi demander les congés que ça a déclenché. Bon. Bref, il amène des éléments de preuve, là, pour le coup, pardon, et la Cour d'appel considère, bon, qu'il y a heures supplémentaires, il vous donne des feuilles de présence, des décomptes, etc., etc. Mais la Cour d'appel, qui reçoit les arguments de l'employeur, dit, ah oui, mais attendez, vous êtes bien gentil, mais les heures, vous les avez peut-être faites, mais elles vous ont été payées. Souvenez-vous, vous avez eu des primes à ce moment-là. Et notamment des primes de rendement. Pendant que vous faisiez vos heures sup, vous aviez un rendement important et en effet, l'entreprise vous a versé des primes de rendement. Et donc, la Cour de cassation est encore une fois obligée de rappeler que le versement de primes ne peut pas remplacer le paiement des heures supplémentaires et que, effectivement, c'est fromage et dessert. C'est-à-dire que le salarié, lui, qui va avoir eu le paiement de ses primes, il va aussi avoir eu et avoir le droit de se voir payer les heures supplémentaires. Euh, Parce qu'une heure supplémentaire, ben, ce n'est pas une prime. Ça ouvre d'autres droits pour le salarié. Il y a un suivi de contingent. Ça ouvre des droits à, à contrepartie obligatoire en repos, le cas échéant, au-delà d'un certain contingent, etc. etc. Pardon, je voulais juste ajouter et je croyais l'avoir écrit, mais je ne l'ai pas écrit, qu'en plus, c'est ce par quoi j'ai démarré, les heures supplémentaires aujourd'hui ont un régime social et fiscal pour le salarié qui, quand même le reconnaître, est plutôt avantageux. Verser une prime au salarié à la place d'heures supplémentaires le prive du bénéfice
de l'exonération sociale et fiscale. Donc, effectivement, ça a, en plus pour le salarié, des conséquences financières qui ne sont pas les mêmes. Voilà. Concernant du travail. Et alors, là, plus particulièrement, les forfaits jours. Ça veut dire, ça fait des années qu'on en fait des tartines sur les forfaits jours. Oui, je vous dis. Encore là, cette semaine, on a déjà eu une cour de cassation qui a encore annulé un accord collectif, enfin, de branche dans le bricolage sur les forfaits jours au prétexte qu'ils ne respectent pas les règles de forme, en tout cas les règles de fond non plus. Alors ici, qu'est-ce qui se passait? Pour tout dire, je crois que c'est européen. Bon, bref, à la limite, peu importe. Chroniqueur radio qui demande la nullité de la convention de forfait jour parce qu'il n'a pas eu ces fameux entretiens annuels pour vérifier qu'il y a une compatibilité entre la durée entre la charge de travail et un bon équilibre avec la vie personnelle, familiale du salarié. Bon, tout ça pour dire, il dit, mais moi, j'ai pas eu mes entretiens annuels, donc ma convention de forfait jour, elle est nulle, parce que pas d'entretien annuel, pas de forfait jour. Parce que la convention de forfait jour doit respecter certaines conditions de forme, mais doit aussi respecter ce fameux entretien annuel sur la charge de travail. Résultat, crac, 350 000 euros, ça serait sympa que tu me les files, parce que j'ai fait des heures sup, et je n'étais pas du tout en forfait jour, parce que la convention est nulle. Et donc, est-ce que l'absence d'entretien annuel entraîne la nullité de la convention de forfait? Alors, vous avez vu, j'écris comme je parle, et oui, alors ça ne me fait pas du tout rire, hein, mais c'est simplement qu'effectivement, l'absence d'entretien annuel entraîne la nullité de la convention de forfait. Donc, l'employeur va devoir prouver qu'il a respecté toutes les dispositions qui sont prévues dans l'accord collectif mettant en place le forfait jour, et qu'il a notamment respecté le fameux entretien annuel dans lequel il est en charge de s'assurer qu'il y a une bonne compatibilité entre la charge de travail et l'équilibre, la protection de la santé du salarié, l'équilibre avec la vie personnelle, etc. Qu'est-ce qu'il a apporté l'employeur? Il a essayé, hein, il a justifié d'entretien annuel 2004, 2010, 2011. Ben ouais, mais c'est annuel. Hein. Alors, pardon, il manque 5, 6, 7, 8, 9. Ben voilà, il manque un peu. Et donc, la convention de forfait jour pour la Cour de cassation, elle est nulle. Donc, qui dit forfait jour annulé, dit heure supplémentaire due, effectivement. Et j'arrive à une dernière jurisprudence, où là, j'ai appelé ça l'arroseur arrosé. Vous comprenez bien que la jurisprudence ne s'appelle pas comme ça. C'est simplement moi qui fais encore un raccourci. On est là sur un salarié qui a, comment dire, obtenu la nullité de la convention de forfait jour. Bon, à la limite, on se fiche de savoir pourquoi. Ce n'est pas le sujet. Donc, la convention de forfait jour était nulle, on va dire, et donc le salarié, par voie de conséquence, avait obtenu le paiement des heures supplémentaires au titre d'heures qui auraient dû être décomptées comme des heures supplémentaires, etc. La Cour de cassation retoque, alors retoque, oui, casse, on dit casse normalement, la décision de la Cour d'appel, la Cour d'appel au départ avait dit à l'employeur la chose suivante. En fait, l'employeur, pas bête, a dit, mais attends, puisque la convention de forfait jour est annulée, comment je lui donne des heures sup? Je veux bien, mais d'un autre côté, les jours forfaits qu'il a pris, le gars, il va me les rendre. Alors, me les rendre physiquement difficile, financièrement, ouais, ça a une valeur. C'est-à-dire que pendant que le salarié est en forfait jour, en repos, indemnisé au titre de forfait jour, vous savez, les fameux 10, 11 jours annuels, là, que d'ailleurs, chaque année, il faudrait recalculer, hein, fermons la parenthèse. Les fameux jours forfaits que vous avez donnés à ce salarié, ben, l'employeur dit, mais attends, c'est donnant. Moi, je vais peut-être lui payer des heures sup, mais lui, il va me rembourser ses forfaits jours. La Cour d'appel avait dit n'importe quoi, qu'est-ce que c'est cette idée bizarre. Et pourtant, contre toute attente, la Cour de cassation a donné raison à l'employeur, en fait. Les jours de RTT, alors bon, les jours forfaits, hein, si vous préférez, dont a bénéficié le salarié au terme d'une convention de forfait jour qui est nulle, les jours forfaits sont indus, et donc l'employeur sera en droit d'en demander le remboursement. Alors, il y a toute une doctrine là, hein, vous pourrez vous rapprocher, notamment, je crois, aux éditions Francis Lefebvre. Il y a eu des articles qui ont été rédigés sur cette question. C'est assez contestable. C'est surtout assez étonnant. Donc,
bon, moi, ça m'a fait rire. Enfin, voilà, je trouve que c'est sympa de partager. Donc, attention, tout ça pour en finir sur une note un peu étonnante. La durée du travail, la durée du travail, ça se contrôle en fait. Voilà, c'est un peu fastidieux, pénible, mais c'est vrai que du coup, il y a tellement de cassation sur le formalisme que, voilà, c'est au-delà de la paye. Là, on est au-delà de la paye, mais bon. Voilà, ça c'était sur les durées du travail. Alors oui, si, pardon, j'allais oublier, vos représentants du personnel, lorsqu'ils sont en temps de trajet, pendant des heures de délégation, enfin, qu'ils ont des temps de trajet au titre de la délégation, le temps de trajet, c'est du temps de travail effectif dans le cadre de la délégation. Et donc, s'ils ont fait des temps de trajet au-delà de la durée normale de travail, on a bien des heures supplémentaires. Donc, c'est une décision, vous regarderez en détail, hein. J'allais oublier d'en parler, mais les temps de trajet au titre d'heures de délégation sont du temps de travail effectif, hein, à la différence des temps de trajet domicile-travail, par exemple. Ces temps de trajet, dans le cadre des heures de délégation, étant du temps de travail effectif, lorsqu'ils sont faits au-delà du temps de travail habituel, évidemment qu'ils entraînent un paiement majoré des heures dites donc du coup de délégation. Voilà, donc vous avez des heures supplémentaires, on est toujours sur la durée du travail, c'est simplement pour rappeler que les temps de trajet dans le cadre de la délégation sont bien du temps de travail effectif, hein. Voilà. Je vais vite, mais parce qu'on est presque au terme de l'heure pour recueillir les questions sur le chat. Le fameux boss. Alors, vous ne saviez pas que vous aviez un nouveau boss? Ben si. Voilà, donc je vais vous le présenter. C'est lui. Vous avez l'écran en bas de ce que vous pouvez trouver sur boss.gouv. Vous avez en haut le, le bandeau du bulletin officiel de la sécurité sociale. Et en bas, pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas regardé ce matin, pardon, mais à aujourd'hui, pas aujourd'hui, pardon, hein, mais à hier, vous aviez encore ces 6 pavés dont le petit pavé en bas à gauche n'était pas encore actif. Alors, peut-être que, pardon, peut-être qu'aujourd'hui c'est le cas. Si tel est le cas, pardonnez-moi. Vous avez ces 6 pavés qui traitent de thèmes et donc ils ont regroupé par thème les différents thèmes qui peuvent de près ou de loin, surtout de près, toucher la question des cotisations. Alors, de sécurité sociale et plus largement les autres cotisations, puisqu'il y a souvent un alignement des règles de la sécurité sociale pour les cotisations, notamment de retraite complémentaire et d'assurance chômage. En tout cas, c'est une compile. Alors, voilà, c'est une compile. C'est un peu comme dans la musique. C'est une compile des textes opposables, en tout cas à partir d'après-demain. C'est une compile des textes opposables aux cotisants qui ne sont pas que des textes officiels, qui ne sont pas que des circulaires de ce qu'on appelait en son temps l'ACOS et qui va s'appeler la caisse, zut, j'ai oublié le nom. L'ACOS ne s'appelle plus l'ACOS. Caisse, zut, ben, j'avais le nom, ça va me revenir peut-être. En tout cas, bref, c'est pas uniquement des circulaires hein, et c'est pas uniquement des textes de loi. Vous avez aussi de la doctrine là-dedans hein, qui est opposable et donc la sécurité sociale considère comme applicable et opposable. Donc vous allez avoir une sécurisation quand même considérable grâce à ce bulletin officiel de la sécurité sociale. Déjà, simplification dans les recherches parce qu'à l'aide d'aller courir dans tous les textes un peu partout, un peu sur le site de l'URSSAF, un peu sur Légifrance, un peu dans ma doc par là que j'avais enterré, etc. Donc là, vous avez une compile effectivement en un seul et même endroit, et c'est surtout l'opposabilité qui est importante, hein. Donc les thèmes, bon ben voilà, les assiettes, voilà, les réductions de cotisations, les exonérations qui seraient liées aux ZRR, etc., 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 les avantages en nature, le régime social des indemnités de rupture et les cotisations de prévoyance, de protection sociale et plus particulièrement de prévoyance. Alors, il y a évidemment des choses qui ont évidemment déjà changé, ou en tout cas qui se sont officialisées. J'en ai cité quelques-uns. Ce n'est pas le sujet là de rentrer dans le détail de ça. Si vous avez des besoins, ben, on peut effectivement prévoir des formations approfondies sur ces sujets, mais ce n'est pas le sujet là. Mais en fait, si vous allez
dans les onglets, vous remarquerez par exemple que le plafond pour les forfaits jours, il peut être proratisé pour un forfait jour inférieur à 218 jours. Ce qui n'était pas possible, hein, vous vous souvenez, hein, ou pas, mais un forfait jour ne pouvait, pour l'URSSAF en tout cas, pas, comme dans le Code du travail, être considéré comme un salarié qui n'était pas à temps plein. Donc un forfait jour, c'était 218 jours. Le plafond n'était jamais proratisé pour un forfait jour. Bon voilà, donc cette pratique-là qui est tolérée aujourd'hui, non seulement tolérée, mais opposable, ça peut être important dans le traitement de vos bulletins. On ne connaît pas encore les dates d'entrée en vigueur de toutes les nouvelles dispositions qui ont changé. Au fur et à mesure, on aura la date non seulement d'opposabilité, celle-là on la connaît, mais la date d'entrée en vigueur ou le délai de mise en place par l'entreprise de la mise en conformité. Voilà, donc pour l'instant, on n'a pas les dates et les délais de mise en conformité sur tous les sujets qui ont un petit peu changé. Voilà, donc ça fait le chou gras de toute l'actualité sociale là, que vous pouvez voir sur les frais de télétravail, les fameux 10 euros par jour de télétravail par semaine qui sont aujourd'hui, qui peuvent être de 2,50 € par jour si dans le mois, le salarié ne fait pas très régulièrement un jour ou 2 jours ou 3 jours de télétravail par semaine. Vous pouvez calculer à la journée 2,50 € de frais de télétravail. Bon, bref. Si vous allez dans le bulletin officiel de la sécurité sociale, vous verrez, c'est plutôt bien classé, bien expliqué et voilà, avec beaucoup d'exemples. Il faut reconnaître que c'est vraiment pas mal. Donc voilà, ça c'est juste plutôt à titre informatif. Donc le bulletin officiel de la sécurité sociale, votre nouveau lien raccourci sur votre écran concernant en tout cas les personnes qui font la paye et plus particulièrement les cotisations. Voilà. Et enfin, alors je suis obligée, hein, je sais que vous ne savez plus où on en est, c'est normal. On ne sait plus trop où on en est, hein. Bon, alors, vous avez plusieurs types, vous avez plusieurs raisons de ne pas avoir les salariés chez vous. Vous avez déjà les bénéficiaires des arrêts dérogatoires. Alors, ceux qui bénéficient des arrêts dérogatoires, vous savez, c'est ceux qui vont être indemnisés par la sécurité sociale, sans aucune carence, qui, au titre du complément employeur, n'ont pas de carence non plus. Voilà, c'est ces fameux arrêts dérogatoires. Qui en bénéficient? On y comprend plus rien, ou pas grand-chose. Vous avez depuis peu les assurés, en tout cas les salariés positifs à la Covid, ceux qui sont symptomatiques et qui doivent vous fournir et qui doivent faire dans les 2 jours un test, mais qui en attendant d'avoir le test sont arrêt dérogatoire. Ceux qui sont en isolement ou en mise en quarantaine, ça aussi c'est tout nouveau, suite à des déplacements à l'étranger, donc ceux qui reviennent de certains pays, on ne va pas faire la liste là, hein, parce qu'on ne va pas s'en sortir, ceux qui reviennent de certains pays pour lesquels on a une mise en quarantaine, et donc vous avez une mise en isolement, donc arrêt dérogatoire, les cas contacts qui doivent aussi faire un test et vous fournir un test, mais pendant toute la durée d'attente de résultat du test, vous avez des arrêts dérogatoires. Et puis les deux premiers que j'ai cités, vous allez me dire, mais j'y comprends rien, moi, mes personnes vulnérables, elles sont en AP. Oui, alors, vous avez des arrêts dérogatoires possibles pour des personnes vulnérables et pour les assurés devant garder leurs enfants dont l'école est fermée. Alors, ce qui était un peu rare, mais qui commence visiblement à le devenir un peu moins. Sachant que ces salariés-là peuvent aussi être placés en activité partielle. Donc, j'ai pas rêvé. Il y a deux possibilités d'absence de ces salariés. Les salariés personnes vulnérables qui devraient avoir un protocole très renforcé s'ils devaient venir travailler en entreprise et donc qu'on considère comme salariés vulnérables, donc ils doivent être nécessairement placés non pas en télétravail du coup, mais en arrêt dérogatoire, qui peuvent aussi être en activité partielle, et les assurés devant garder leurs enfants, pour lesquels encore l'activité partielle est ouverte aussi. Donc, c'est franchement pas simple. Donc les arrêts dérogatoires, je ne reviens pas sur les conditions vous aurez le support, hein, je ne reviens pas sur les conditions d'indemnisation, vous les connaissez par cœur à force, parce que ça commence à faire un moment qu'on a ces fameux arrêts dérogatoires. Simplement, la liste des bénéficiaires s'allongeait, c'est pour ça que je voulais revenir dessus. Et concernant l'activité partielle, on n'a pas encore le décret, en tout cas hier, alors là pareil, mais non, mais je regardais ce matin, je n'ai pas trouvé. On n'a pas encore le décret qui décale, on a le temps, on a le mois, qui décale au 1er mai les niveaux d'indemnisation, mais bon, en tout cas, il y avait un projet de décret qui a été remis aux partenaires sociaux.
Voilà l'état des lieux par rapport au niveau d'indemnisation, tant sur l'indemnité versée aux salariés, c'est-à-dire ce que l'employeur doit payer aux salariés, que sur l'allocation. La deuxième partie du tableau à droite, c'est l'allocation que l'État va rembourser aux entreprises, avec les dates qui sont indiquées ici, qui sont des dates de projet de décret, c'est-à-dire un décalage d'un mois de plus. Il y a déjà eu un premier décalage, au 30 avril, et donc au 1er avril, enfin au 31 mars si vous préférez, donc jusqu'à demain, on avait eu un décalage au 30 avril, et ce fameux décalage au 30 avril, voilà, on attend encore. Voilà, donc vous avez un niveau d'indemnisation qui est, selon les situations, que vous soyez dans une entreprise fermée administrativement, ou que vous soyez dans des secteurs protégés, S1, S1 bis, etc., etc., vous connaissez, ou dans le cas général, avec des niveaux d'indemnisation qui, prenons le cas général, ne prévoient une baisse de l'allocation versée, en tout cas en remboursement, je mets des guillemets, l'allocation versée par l'État en remboursement de l'indemnité que l'employeur peut assurer aux salariés, la baisse effective à 36% dont on parle depuis si longtemps n'est pour l'instant en tout cas envisagée qu'au 1er mai. Ce qui veut dire qu'encore pendant le mois d'avril, l'activité partielle reste indemnisée au pire, si j'ose dire, en tout cas dans la situation d'une entreprise qui n'est pas secteur protégé, qui n'est pas fermée. Le taux le plus bas que l'État rembourse aujourd'hui, c'est encore un taux de 60%. Voilà, avec un passage a priori à 36% au 1er mai. Le décret n'est pas paru, mais c'est en tout cas ce qui est prévu, sachant que, entre-temps, j'ai monté une diapo. Ça ne vous a pas échappé, nous avons des zones reconfinées. Reconfinées. Et donc, dans ces zones reconfinées, on a des entreprises qui sont fermées. Voilà, on ne peut plus acheter de chaussures, par exemple. Bon, pour les entreprises fermées, c'est-à-dire les établissements recevant du public, fermés administrativement, ces entreprises-là, bien sûr, sont des régimes dérogatoires, un peu comme les secteurs protégés, si vous préférez, et donc continuent à pouvoir bénéficier de l'activité partielle à un taux de 70%, même s'ils ne font pas partie des secteurs protégés. C'est parce que ce sont des entreprises fermées situées dans des zones reconfinées. Pareil pour les salariés des rayons non essentiels de, on va dire, supermarchés. A été ajouté, alors attention, on n'a pas les textes, encore une fois, communiqué de presse, donc il faut tout lire, il faut lire la presse, il faut écouter la télé, bon bref. Communiqué de presse du 16 mars 2021, a été ajouté une autre possibilité d'être indemnisé mieux que ce qu'on aurait été, c'est pour les établissements situés dans les zones reconfinées qui ne seraient pas fermés, donc le coiffeur apparemment, les établissements situés dans une autre zone reconfinée non fermée, mais dont le chiffre d'affaires, dont la perte de chiffre d'affaires atteint ou dépasse 60% du chiffre d'affaires constaté. Et là, l'entreprise a le choix entre le mois de février, donc en tout cas le mois qui précède la fermeture, le reconfinement, pardon, ou le mois de mars 2019. Si l'entreprise constate une perte d'au moins 60% de son chiffre d'affaires, il va y avoir effectivement une possibilité pour cette entreprise-là d'avoir un placement d'activité partielle avec une allocation de l'État à 70%. J'espère avoir été à peu près claire. Pour l'instant, on est sur du communiqué de presse, on n'a évidemment pas les textes. C'est pas comme si c'était déjà si la situation n'était pas déliée. Voilà. Bon, c'est toujours pareil. On court un petit peu après les textes. Je comprends que la période n'est pas facile non plus pour ceux qui font les textes. Par contre, je reconnais que... Mais bon, nous, derrière, on transpire un peu parce qu'on court beaucoup. Et quand on court beaucoup, on transpire beaucoup. Et donc, voilà. C'est ce qui a été dit d'ailleurs dans la vidéo de démarrage. Bravo aux gestionnaires paye, bravo à vous qui êtes là, du coup, depuis un an. On oublie souvent de nous applaudir. En tout cas, voilà, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc... là. Oh, presque, c'est un miracle. Presque. Merci beaucoup pour cette web actu aussi claire. Merci à tous d'avoir participé à cet événement. Et puis, on se tient à votre disposition, voilà, pour toute question, pour tout projet. N'hésitez pas à revenir vers nous. Et pour vous annoncer aussi que la prochaine web actu, ce sera en juin.
donc sur d'autres sujets, n'est-ce pas Nathalie? Ah ben, Nathalie j'espère. C'est pour ça qu'on ne l'appelle pas tout de suite. On va se laisser le temps du texte. Voilà. Et donc, on vous espère aussi nombreux à la prochaine Web Actu également, et on vous enverra voilà, les invitations et l'information en temps utile. Merci à tous, et puis merci à vous. Et puis à bientôt, et merci encore Nathalie. Et avec grand plaisir. Francis qui devait poser les questions, mais qui ah ben ouais, le pauvre. posera la prochaine fois. La prochaine fois. Voilà. Au revoir. Merci à tout le monde. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.